Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Nigeria, une nouvelle attaque contre des agriculteurs fait des morts et des personnes enlevées sur fond de sécurité persistante. En Guinée-Bissau, les électeurs sont convoqués aux urnes le 30 août pour un référendum constitutionnel visant à instaurer un régime présidentiel. Et puis au Soudan, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU condamne l'escalade des violences attribuées aux forces de soutien rapide. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre au Nigeria, l'insécurité continue de faire des victimes. Des agriculteurs ont été tués et plusieurs autres personnes enlevées lors d'une nouvelle attaque attribuée à des groupes armés. Depuis plusieurs années, le pays est confronté aux violences de groupes terroristes et de bandes criminelles qui multiplient les attaques contre les populations civiles, les enlèvements contre rançon et la destruction de villages. Les autorités poursuivent leur opération de sécurité afin de tenter d'indiquer cette mesure. Plus de détails dans cet élément. Au Nigeria, des hommes armés ont tué au moins 9 agriculteurs lors d'un raid contre un village de l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Plusieurs autres agriculteurs ont aussi été enlevés selon un rapport de sécurité. Quelques semaines après le début de la saison des pluies, les djihadistes ainsi que les groupes criminels ont intensifié leurs attaques contre les communautés agricoles du nord et du centre du Nigeria qui ne paient pas les taxes qui leur imposent. Kaduna est l'un des nombreux États touchés par ces gangs qui attaquent les villages, tuent et enlèvent des habitants pour obtenir des rançons, puis pillent les habitations avant de les incendier. En juin dernier, au moins 6 agriculteurs ont été tués et 20 autres enlevés lors d'une attaque contre le village de Danota, dans le district de Birnin Gwari. Depuis plusieurs années, l'insécurité représente un fléau au Nigeria. Les groupes terroristes sèment la terreur, les gangs armés pillent, détruisent des habitations et n'hésitent pas à enlever des personnes et réclamer des rançons, notamment dans des établissements. En Guinée-Bissau, les électeurs sont appelés aux urnes le 30 août prochain pour un référendum constitutionnel. Un décret publié lundi officialise cette consultation populaire qui doit permettre aux citoyens de se prononcer sur une réforme visant à faire évoluer le système politique vers un régime présidentiel. Ce scrutin est présenté comme une étape importante dans la réforme des institutions du pays. Reportage à suivre. Les électeurs sont appelés aux urnes le 30 août en Guinée-Bissau à la faveur d'un référendum constitutionnel selon un décret publié lundi. Ils doivent se prononcer sur le renforcement des pouvoirs du président. En effet, le projet soumis à l'approbation du souverain primaire doit permettre au chef de l'État de nommer le Premier ministre et les membres du gouvernement. Il aura aussi désormais le pouvoir de dissoudre le Parlement. Jusqu'à présent, en Guinée-Bissau, le Premier ministre était issu de la majorité parlementaire, mais la méthode serait à l'origine de l'instabilité constatée dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Avec 5 prises de pouvoir par l'armée et une série de tentatives de coup d'État depuis son indépendance du Portugal en 1974. La Guinée-Bissau veut donc passer du système parlementaire à un régime présidentiel. Le scrutin référendaire interviendra 9 mois après le coup d'État qui a renversé l'ancien président Umaro Sissoko Embalo, tout en mettant fin au processus électoral de 2025. Les nouvelles élections présidentielles et législatives doivent se tenir le 6 décembre. Au Soudan, à présent, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution condamnant l'escalade des violences attribuées aux forces de soutien rapide. L'organe onusien appelle à une meilleure protection de populations civiles et exhorte les différentes parties au conflit à respecter le droit international humanitaire alors que les affrontements continuent de plonger le pays dans une grave crise. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté lundi une résolution condamnant l'escalade de la violence perpétrée par le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide au Soudan. La mesure a été approuvée sans vote. À moins de lutter avec détermination contre l'ingérence étrangère de ceux qui ont intérêt à attiser le conflit en apportant un soutien politique, financier et militaire, notamment par la fourniture de drones et le déploiement de mercenaires, nous ne pourrons pas faire taire efficacement les armes. Cela compromettra à son tour notre capacité à protéger la population d'Al Obeid
et plus largement celle du Soudan. À cet égard, nous devons demander des comptes à toutes les parties. Ceux qui les aident et les entourent à commettre leurs crimes sont tout aussi complices. Nous aurions donc souhaité que cet aspect de la résolution soit plus ferme, car il est au cœur même de ces hostilités prolongées. Le principal organe des Nations Unies a également ordonné l'ouverture d'une enquête d'urgence sur les exactions qui auraient été commises dans la région d'Al Obeid au Soudan. La Grande-Bretagne, qui a présenté cette résolution aux côtés de 14 autres États, avait déjà mis en garde contre le risque d'atrocités à grande échelle, alors que les forces de soutien rapide concentraient leurs forces autour de l'une des plus grandes villes. Toujours au Soudan, le conflit continue de faire payer un lourd tribut aux plus jeunes. Selon les Nations Unies, plus de 300 enfants ont été tués ou blessés au cours de 6 derniers mois. Les agences humanitaires dénoncent une détérioration constante de la situation et réclament un accès sécurisé afin de venir en aide aux populations les plus vulnérables. Suivons ensemble. Au Soudan, plus de 300 enfants ont été tués ou blessés au cours des 6 derniers mois dans le cadre de la guerre qui déchire le pays. Des décès survenus principalement à la suite des frappes de drones, à l'origine de 60% des victimes. C'est ce qu'a déclaré lundi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Les enfants sont pris au piège dans un cycle implacable de violence, de déplacement et de privation, a alerté le représentant de l'UNICEF à Khartoum. La guerre au Soudan a déjà fait près de 60 000 morts et au moins 13 millions de déplacés, provoquant la pire crise humanitaire au monde. Plus de 30 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire au Soudan. Le conflit se concentre désormais dans les États du Kordofan, du Darfour et du Nil Bleu. Il oppose depuis avril 2023 l'armée du général Al-Bourhan aux forces de soutien rapide du général Mohamed Daglo. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a condamné lundi les violences perpétrées par les paramilitaires et leurs alliés à El Obeid. Par ailleurs, les tensions restent vives dans le détroit d'Ormuz, l'un des principaux axes du commerce mondial du pétrole. La marine britannique indique qu'un pétrolier a été touché par un projectile d'origine inconnue. De son côté, l'Iran affirme avoir attaqué un navire qatari après que ses avertissements auraient été ignorés. Ces événements ravivent les inquiétudes de la communauté internationale quant à la sécurité de la navigation dans cette zone stratégique. Un pétrolier commercial naviguant au large des côtes d'Oman a pris feu tôt mardi matin après avoir été touché par un projectile non identifié, marquant une dangereuse escalade dans le détroit d'Ormuz. Selon le centre des opérations maritimes de l'armée britannique, le navire a été touché de plein fouet à bâbord, provoquant un incendie alors qu'il tentait de passer au sud du détroit. Si aucun dégât environnemental ni aucune victime n'ont été signalés dans l'immédiat, la télévision d'État iranienne a rapidement affirmé que le navire qatari avait été pris pour cible après avoir ignoré les avertissements de la marine iranienne. Le commandement militaire iranien avait auparavant mis en garde les navires commerciaux empruntant le détroit, leur ordonnant de respecter strictement les routes maritimes définies par Téhéran. Les autorités avaient averti que tout manquement exposerait les contrevenants à une riposte immédiate des forces armées. L'Iran et les États-Unis avaient convenu, dans le cadre d'un accord provisoire conclu le mois dernier, d'autoriser le passage des navires sans frais pendant 60 jours. Depuis, les États-Unis et leurs alliés régionaux s'opposent aux ambitions de Téhéran de taxer unilatéralement le passage des navires et d'exercer un contrôle accru sur le détroit d'Ormuz, une démarche qui, selon eux, remet en cause le droit maritime international dans l'une des routes commerciales les plus stratégiques au monde. Et puis une avant-dernière actualité pour boucler ce journal. En Syrie, 2 explosions se sont produites à proximité de l'hôtel de Damas où le président français Emmanuel Macron avait passé la nuit. Selon les premières informations, ces explosions visaient à perturber une visite consacrée aux perspectives de reconstruction économique du pays. Les autorités poursuivent leurs investigations tandis que la sécurité demeure au cœur des préoccupations. Et puis nous terminons par cette actualité. Aux États-Unis, Donald Trump aurait engagé plus de milliards d'euros grâce aux activités liées aux crypto-monnaies au cours de sa première année de retour au pouvoir. Selon plusieurs médias, cette fortune proviendrait principalement des projets de crypto-monnaies développés par son entourage familial, un sujet qui continue de susciter le débat sur les liens entre activités privées et responsabilités publiques. Suivons plutôt.
Les achats et les ventes de crypto-monnaies ont rapporté à Donald Trump 1,2 milliard de dollars en l'espace des 12 mois de l'année 2025. Le chiffre est révélé par le Bureau américain d'éthique gouvernementale. Donald Trump se défend de tout conflit d'intérêts. Selon le président américain, sa fortune est gérée par des trusts, les cours de la bourse montent et tous les Américains qui ont un plan d'épargne retraite 401k en profitent. Well, you know why I'm profiting? Because the stock market's going up. Everybody's profiting. If you have a 401k, how's your 401k done? It's about up 85%. Thank you, President Trump. So we're all profiting. I'm profiting because I have a lot of money and a lot of cash, and I give it to institutions. I don't know if they know what they're doing or not, but they buy a vast array of things. Le président américain assure avoir fait sa fortune avant son retour à la Maison-Blanche. Les gains de Donald Trump dans le domaine des crypto-monnaies génèrent aujourd'hui davantage de revenus qu'une grande partie de son empire immobilier. Le Bureau américain d'éthique gouvernementale cite 2 entreprises à l'origine des revenus en crypto-monnaies pour l'année 2025. La plateforme World Liberty Financial, soutenue par la famille Trump, et un accord de licence lié à la crypto-monnaie Dollar Trump. Les cours de ces actifs ont flambé après les dérégulations du secteur conduites par Donald Trump. Mesdames et messieurs, voilà qui me fait à cette édition. Merci de m'avoir suivi et belle suite de programme à tous et chacun sur ESAE TV.